On va parler avec Andrew Keys. On pense souvent au traumatisme comme à des événements majeurs, des chocs évidents, mais qu'en est-il des petites blessures émotionnelles qui s'accumulent au quotidien? Une remarque blessante, un rejet subtil, une critique répétée ces micro-traumatismes-là, bien qu'invisibles ou banalisés, peuvent à la longue fragiliser notre santé mentale. Et puis aujourd'hui, on en parle avec Andrew Keys, conseiller en santé mentale au centre de santé de Saint-Boniface, pour mieux comprendre les impacts de ces blessures du quotidien et surtout les pratiques de guérison et de résilience qui permettent d'atténuer les effets. Bonjour Andrew. Bonjour Leslie, bonjour Mathias. Bonjour Andrew, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Super, ça c'est un sujet quand même. J'en parlais ce matin avec Mathias, je pense que j'en souffre aussi parce que tous les matins avec Mathias, je prends ma dose. D'abord, qu'est-ce qu'un micro-traumatisme au niveau psychologique ou émotionnel? Donc, c'est une bonne place pour commencer parce que je veux dire, micro-traumatisme, on entend bien que c'est peut-être plus un terme utilisé par le public communément. Dans mon domaine à moi, quand on parle de traumatisme, on parle certainement d'expériences exceptionnelles chez une personne. Alors, ça serait des expériences qui ne sont pas vécues à tous les jours, j'espère. Malheureusement, pour certaines personnes, pendant des périodes difficiles dans leur vie, peut-être. Mais ce sont des expériences, par définition, qui provoque une réaction dans notre système nerveux qui dépasse nos capacités de gérer. Alors, ce que ça va créer en nous, ce sont on va dire, des souvenirs ou des mémoires corporelles ainsi que des mémoires dans le cerveau qui sont mal organisées et peuvent être déclenchées par des expériences qu'on peut vivre dans le quotidien. Je pense que micro-traumatisme, quand on parle généralement, peut-être que dans notre monde moderne, c'est un terme qui est surutilisé. Certainement, une expérience qui provoque une réaction très forte, une réaction émotionnelle très forte, peut être perçue comme traumatisante, mais elle ne l'est pas nécessairement si elle ne provoque pas cette réaction, on va dire, désorganisante dans notre système nerveux. Est-ce qu'on a des exemples concrets de micro-traumatisme? Je vais créer deux catégories. La première catégorie, ça va être relié aux gens qui ont vécu des expériences traumatisantes dans leur passé. Alors, on peut penser à témoigner de la violence ou être victime de violence. On va penser à des accidents de voiture. On va penser à n'importe quel événement où l'intégrité corporelle d'une personne peut être menacée ou même son sens où sa perception d'être capable de survivre est affectée. Ce sont des expériences qui souvent vont traumatiser une personne. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne est nécessairement traumatisée quand elle vit ce genre d'expérience. Wow, ça c'est, il y a une nuance quand même. Ouais, c'est le trauma, c'est vraiment le produit non seulement d'une expérience difficile ou extrêmement difficile qui dépasse les bornes de ce qui est normal. Et c'est la combinaison de cette expérience et la subjectivité de la personne. Alors, une personne peut vivre une expérience très difficile, mais peut être douée des outils et des ressources nécessaires pour s'en sortir, peut même avoir une perspective qu'elle va surmonter le défi. Elle ne sortira pas nécessairement de cette expérience avec l'impact du trauma. Une autre personne peut vivre la même expérience, mais peut la vivre différemment et ça peut l'affecter profondément. Est-ce que le taux de résilience de chaque personne influence là les traumatismes? Comment on gère ces traumatismes-là ou si ça nous traumatise réellement? Ouais. Je veux dire que la réponse est très complexe parce qu'il y a certainement plusieurs facteurs qui contribueraient à la résilience chez une personne. Ce que je vais dire, c'est que on ne peut pas nécessairement définir une ligne claire entre une expérience qui n'est pas traumatisante et une expérience qui l'est, étant donné que ça dépend vraiment de la personne. Retournant maintenant au concept de micro-traumatisme, ce qui est entendu là-dedans, c'est des petites blessures, des petites coupures. Pour les gens qui ont déjà vécu des traumatismes,
les petites coupures, ce qu'on va appeler des déclencheurs, c'est des triggers en anglais. Ça, je qualifierais peut-être comme si j'avais à imposer une définition sur microtraumatisme, je l'appliquerais plutôt chez les gens qui ont vécu déjà des traumatismes et qui revivent leur traumatisme, mais que ces expériences de revivre le traumatisme sont provoquées par des événements déclencheurs comme disons une personne qui a été attaquée la nuit, elle sort le soir et elle voit quelqu'un derrière elle. Ça peut provoquer une réaction d'anxiété extrême, une réaction de panique. Ça peut provoquer aussi des mémoires intrusives reliées à l'expérience de violence qu'elle aurait vécue. Ça serait un exemple pour moi. L'autre catégorie, j'imagine, ça serait des expériences très difficiles qui provoquent des émotions très difficiles chez les gens, mais que moi, personnellement, je ne qualifierais pas nécessairement comme traumatisantes, certainement dérangeantes, certainement difficiles. Ouais, mais il y a certainement une limite. J'allais demander, c'est quoi les effets que cela peut avoir, l'accumulation des micro-traumatismes sur le bien-être psychologique de quelqu'un? Donc, on peut penser à si notre système nerveux vit une réaction extrême face à une situation quelconque, elle va certainement demander énormément d'énergie. C'est une réaction très épuisante. Si quelqu'un a déjà vécu une attaque de panique, une crise d'angoisse, ça peut certainement mener à la fatigue. C'est très difficile pour le corps de soutenir ce genre de réaction. Alors, une personne qui vit des blessures émotionnelles, psychologiques répétées ou pendant une période prolongée va certainement vivre un niveau d'anxiété extrêmement élevé pendant longtemps et donc la fatigue qui en suit. Mais on va aussi dire qu'il y a une certaine émergence de l'hypervigilance chez la personne. Tu sais, le plus qu'on se fait blesser, le plus on porte attention. C'est notre système nerveux qui est équipé avec les mécanismes pour assurer qu'on apprend à ne pas répéter les mêmes comportements qui ont mené à des blessures sérieuses ou des menaces graves envers notre sécurité. Alors, les gens qui vivent souvent des traumatismes ou des micro-traumatismes à travers de leur vie vont avoir un système nerveux qui est déjà prêt à déclencher, qui est très proche. Réagir. Le seuil est très bas. Hein? Ça prend pas beaucoup. Parce que, évidemment, le système nerveux cherche à protéger la personne. Alors, l'alarme est très sensible. Oh, wow. Chez ces gens-là. Ouais. Est-ce qu'on peut réguler l'alarme pour ne pas qu'elle soit trop sensible? Parce que des fois, il y a rien qui est causé, mais à cause de ces micro-blessures-là, micro-traumatisme, on se dit, OK, on vient m'attaquer. Tu vois, le système, il réagit immédiatement alors qu'il n'y a rien. Ouais. Et c'est souvent le fardeau que portent les gens qui ont vécu des traumatismes. C'est de vivre dans un monde qui leur paraît plus dangereux que ça l'est vraiment. Mais étant donné leur expérience, leur corps ne leur permet pas nécessairement de lâcher prise sur cet état d'hypervigilance. C'est dans l'intérêt de se protéger, mais ça cause énormément de problèmes. Les gens vont commencer à éviter des différentes situations. Leur qualité de vie va diminuer. Évidemment, si cette personne est entourée de déclencheurs, ça serait une vie très stressante, très difficile. Mais certainement qu'il y a de l'espoir. Il y a des traitements possibles pour les gens. Tu sais, on parle souvent en anglais, l'acronyme c'est PTSD. Mais certainement que les gens peuvent se faire traiter pour ça. Il y a certains médicaments qui peuvent aider, mais il y a aussi des thérapies, des psychothérapies, différentes modalités qui vont approcher cette problématique de différentes manières. Ce qui m'intrigue beaucoup ces jours-ci, on voit énormément de mouvements dans le domaine sensoriel, dans le domaine physiologique. Alors souvent, traditionnellement, comme vous le savez, la psychothérapie se fait en parlant. On parle des problèmes, on raconte l'histoire de la problématique pour en tirer une nouvelle compréhension, des solutions, quoi que ce soit. Mais il y a aussi des approches très intéressantes qui impliquent moins le narratif, moins l'histoire, en fait, qui ne nécessitent pas nécessairement qu'on parle de ce qui s'est passé, mais on peut adresser les symptômes qui habitent le corps. Alors, c'est très prometteur.
Parce que souvent, la problématique, comme je vous ai dit, avec le traumatisme, les souvenirs sont mal organisés chez la personne. Ça peut être très difficile de même faire sortir l'histoire. De les revivre, hein. Ouais, ben c'est ça. Ça peut causer du mal en plus. Je te jure, tu finis une session et tu te dis, oh là, j'ai tout qui est revenu à la surface et il y a trop d'émotions et des fois, ça empêche certaines personnes de repartir vers la personne, le conseiller et en parler parce que c'est trop d'émotions à gérer à chaque fois. Ouais, exactement. Et donc, je pense que le traitement est très important pour les gens qui ont vécu ces situations. Moi, je pense à beaucoup de mes clients, peut-être ce sont des gens qui sont nouvellement arrivés au Canada, qui ont vécu des expériences de racisme contre eux. J'allais te demander, c'est quoi les profils qui sont plus à risque que d'autres? Ben, si on parle le terme micro-traumatisme, pour moi, je parle surtout du fait que ce sont des blessures, mais parce que elles sont reliées à un traumatisme initial. Alors, une personne nouvellement arrivée au Canada qui a vécu des expériences de discrimination, de racisme ou peut-être même la violence envers elle, on connaît tous le terme de microagression. Ouais. Alors, quand elle navigue la société et elle perçoit certains actes, certaines paroles contre elle, basé sur son ethnicité ou son apparence ou quoi que ce soit, évidemment que cette blessure, elle n'est pas juste une blessure isolée, mais qu'elle est reliée par ses racines à la blessure initiale, d'avoir vécu déjà de la discrimination dès son arrivée ici. Je pense à mes clients de LGBTQ, par exemple, aussi. Même chose, ce sont des gens qui souvent vivent des actes de discrimination aussi et qui vivent évidemment des micro-agressions à tous les jours. Alors, je pense surtout aux gens les gens qui représentent peut-être une certaine différence face à la moyenne dans la population au Canada ici. Yeah. Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir l'impact des micro-traumatismes sur quelqu'un et comment, si c'est possible? Mais tu as parlé de résilience. Je pense que tout le monde bénéficierait de développer une certaine résilience psychologique et émotionnelle. Ce que ça veut dire évidemment prendre soin de soi. On sait que on ne peut pas nécessairement contrôler ce qui se passe autour de nous, ce que les autres personnes vont décider de faire ou dire. Alors, il faut vraiment développer la capacité de ramener notre système nerveux à un état de calme. Comment on fait ça? Ouais. C'est une question qui est bizarre, mais... Non, mais c'est une grande partie de ce que je fais au centre de santé avec mes clients. On parle de stratégie de gestion. On parle de coping strategies. On parle de techniques de relaxation comme la respiration profonde, la méditation, la pleine conscience, toutes les stratégies qui sont rattachées à ces modalités. En fait, encore une fois, beaucoup de recherches dans le domaine sensoriel, physiologique des traumatismes. On peut faire beaucoup si on comprend la connexion entre le système digestif et le système respiratoire et circulatoire. On sait que le nerf vague passe du cerveau à notre cœur, à notre diaphragme et aux intestins. Moi, quelque part, je suis pas médecin. Ouais. Je me permets d'estimer. mais que le trajectoire de ce nerf qui connecte ces systèmes vitaux, si on est capable de le manipuler, on peut provoquer un état parasympathique. Donc, on peut provoquer un état de calme dans le corps. Si on respire profondément et avec notre abdomen au complet, ce que ça va faire, ça va étirer le diaphragme. Okay. Et en étirant le diaphragme, ça va stimuler le même impact que quand on est en train de dormir. Oh. Tu vois qu'on dort, on respire très lentement, très profondément, et ça peut truquer un peu le corps à adopter cet état de calme. Alors, des stratégies qui demandent un peu de pratique, mais qui exercent différents systèmes du corps pour retrouver le calme, ça peut beaucoup aider à développer une résilience face aux expériences
extrêmement stressantes ou traumatisantes. À quel moment on se dit, OK, on a besoin de service, on a besoin d'aide professionnelle, on a besoin d'aller voir Andrew Keys ou quelqu'un d'autre? C'est quoi? Oui. C'est quoi les signaux, en fait, auxquels on doit prêter attention pour se dire, OK, là, il faut aller voir quelqu'un parce que ça commence à devenir un peu trop. Ouais. Alors certainement qu'il y a beaucoup de professionnels ici à Winnipeg et partout dans le monde qui travaillent avec les gens qui ont vécu des traumatismes. Alors la première des choses, c'est de dire que l'aide existe, les ressources sont là. Il y a beaucoup plus d'informations aussi qui est disponible pour les gens. Il y avait un temps où on parlait pas de traumatisme, on disait que les gens avaient perdu la boule un peu. Ouais, ça c'est ouf. Alors on a beaucoup avancé comme société. On a beaucoup plus de compassion pour les gens qui vivent des traumatismes. Quand est-ce qu'on sait que c'est le temps d'aller demander de l'aide? Moi, je vais dire que le plus gros signal, c'est si on remarque que notre réaction face à certaines situations est disproportionnée. Hein? Oh. Ouais, ça va être un bon signe. Parce que tout le monde le sait, hein. Si on fait une auto-évaluation, on le fait souvent, tu sais, après une situation, on pense, est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'ai bien, tu sais, est-ce que j'ai peut-être... Est-ce que c'est un valid crash out? Ouais. Exactement, ouais. Est-ce que la table méritait de se faire renverser? Oui. Non, mais c'est un signe très clair, hein, quand on remarque que notre réaction à des situations est disproportionnée, peut-être trop sévère pour la situation. Ça va nous indiquer que peut-être la réaction ou la blessure est connectée à quelque chose de plus profond. On va dire aussi que si on maintient constamment cet état d'hypervigilance, si on est constamment en train de regarder derrière le dos, si on est constamment en train d'imaginer qu'une chose terrible va nous arriver, que c'est peut-être le temps d'aller rechercher de l'aide ou d'appliquer des stratégies pour viser spécifiquement le système nerveux, pour essayer de calmer le système nerveux. Mais la thérapie peut certainement aider. Tout est dit. On parlait des micro-traumatismes et leur accumulation sur la santé mentale et puis comment ces petites blessures émotionnelles-là répétées affectent le bien-être. Et puis, on parlait des pratiques de guérison et de résilience. Je parlais avec Andrew Keys, qui est conseiller en santé mentale au Centre de santé de Saint-Boniface. Merci, Andrew. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'en prie.